Bonjour tout le monde. Je suis présentement en compagnie de Simon Boris. Donc, dans le milieu culturel et artistique québécois, il laisse glisser sa plume un peu partout. Alors, que ce soit dans des pièces de théâtre, dans des romans, dans des essais, etc. Bonjour Simon, je suis très, très, très choyée de l'opportunité que j'ai de pouvoir m'entretenir avec vous. Je lis vos romans depuis que je suis très jeune et j'ai même continué plus dans la télé. J'ai écouté Chouchou il n'y a pas longtemps aussi que j'ai dévoré, absolument dévoré. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est un peu votre rapport à l'écriture et la manière dont vous avez évolué avec elle. Euh, j'ai lu un article dans lequel vous avez dit, dans lequel vous avez parlé de pleurer au fond des mascottes Mhm. et du fait que vous vous êtes beaucoup inspiré de vous-même, du fait que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup sourire, comme présentement. Mais derrière votre sourire, des fois, il y a de quoi de plus complexe, de plus profond qui se passe. Donc, il y a ça, il y a aussi, par exemple, dans la série Chouchou, je vous ai vu apparaître et dans J'ai localisé l'amour, vous jouez un peu votre propre personnage, un peu votre alter ego, un peu. Exact, oui. Donc, j'ai toujours l'impression que vous mettez beaucoup du vôtre dans ce que vous faites et j'aimerais savoir pourquoi. Je pense que tous les auteurs font ça à différents degrés. Je pense que se révéler, c'est la base de l'écriture. Si on se met pas en danger, puis si on n'utilise pas notre propre vie comme un matériau, je trouve que ça manque parfois, à mon sens, ça manque parfois, la littérature peut manquer de profondeur, ça peut devenir un peu générique quand on crée un personnage où il n'y a pas d'aspérité, où on part pas de nos propres contradictions. Donc, j'ai l'impression que j'embrasse toutes mes contradictions, mes paradoxes, mes aspérités. Il y en a beaucoup en moi et je les chéris. Ça m'a fait bien du mal de voir plus jeune que j'avais tant d'aspérités dans ma vie, mais finalement, après avoir lu Violette Leduc, qui est peut-être mon écrivaine préférée, Violette Leduc, dans ses récits, elle fait reluire ses incapacités. Et c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec elle en tant qu'autrice. J'aimais son honnêteté. Puis je pense que rapidement, j'ai eu envie, quand j'ai commencé à écrire mon tout premier roman, je pense que même si c'était un personnage qui portait pas du tout mon nom, j'étais là partout, dans tous ces personnages-là. Donc je pense que je me dissémine, je me fragmente et je glisse de mes particularités dans tous mes personnages. Et quand c'est J'ai localisé l'amour, par exemple, qui est une autofiction, ou Pleurer au fond des mascottes, évidemment que le lien est plus grand parce que le personnage s'appelle Simon, c'est mon double. Tu as dit le mot alter ego, puis c'est le mot bien choisi, c'est vraiment mes alter ego. Mais ça demeure tout de même un personnage qui semble plus collé à moi. Mais je pense que tu as lu Je t'aime beaucoup cependant. Je me révèle autant dans cette Rosalie, qui est une étudiante de 17-18 ans, qui semble très loin de ce que je suis. Et pourtant, elle me ressemble tout autant. D'ailleurs, j'ai étudié en littérature au Cégep de Saint-Laurent. J'ai eu le même parcours académique que cette Rosalie. Donc, j'ai prêté beaucoup de mon passé, de mes souvenirs, de mon amour du Cégep, parce que ça a été 2 années bénies dans ma vie. Ça a été des années où je me suis vraiment épanoui beaucoup. Donc, je pense que je me dissémine dans tous les rôles, que ce soit Simon, le personnage, ou que ce soit une Rosalie. Puis si je peux, je vais juste te montrer la couverture. Je vais te montrer la couverture du livre. Attends, j'ai ici justement J'ai localisé l'amour dont on parlait, mais Pleurer au fond des mascottes, c'est que même sur la couverture, c'est moi. C'est une photographie quand j'étais jeune, dans la jaquette à ma sœur, dans sa chambre, on voit une tapisserie de Schtroumpf. Et ce sourire-là, je l'aime beaucoup parce que c'est pas clair si c'est un vrai sourire ou une souffrance. Mhm. Et Mhm. ça me plaît parce que le grand sourire, oui, je pense que le sourire ne ment pas. Le masque dit vrai. Je crois à ça. Mais je pense que dans un sourire, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, c'est comme un oignon, là. Il y a plusieurs couches. Et voilà, j'aimais cette photographie-là parce qu'il y avait une ambiguïté. C'est un sourire, une plénitude qui flirte avec le désarroi. Et moi, j'aime dire que j'ai le cul entre deux chaises. J'adore autant l'humour que la tragédie ou le drame. J'embrasse tout ça, puis j'aime ça tricoter les deux ensemble.
Wow. Merci beaucoup pour votre réponse. Euh, Souvent, on compare l'écriture d'auteurs masculins et d'auteurs féminins en disant que euh, la manière dont un thème va être abordé va être un peu différent à cause du regard de, des, des deux genres sur une même situation à cause de la manière dont on a été socialisé, entre autres. Mhm. Ouais. Mais moi, en lisant la plupart de vos romans, que ce soit des personnages masculins ou féminins, je me suis toujours sentie retrouvée. Et même dans les personnages féminins, j'ai toujours trouvé qu'elle n'était jamais trop embellie et qu'elle représentait bien mes propres failles et que je me sentais vraiment, je me sentais représentée très bien. Euh, donc, j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour euh, raconter des histoires qui, bon, vous l'avez déjà dit quand même que vous mettez beaucoup du vôtre dans ce que vous Ouais. racontez, mais vous écrivez beaucoup pour la jeunesse. Mm. Malgré le temps qui passe, je pense que vous êtes beaucoup attaché à la jeunesse. Comment est-ce Mm. que vous faites pour garder un regard frais, un regard réel sur nous, sur les femmes aussi? Euh, voilà. J'adore ta question. J'aime vraiment ça. Puis je pense que j'essaie de purifier ma vision sur homme-femme, de cette binarité-là. Je pense que depuis toujours, je me suis jamais senti euh, correspondre au dictat masculin. Très très tôt dans ma vie, c'était clair. Et très tôt aussi, mes amis, filles et femmes que j'ai côtoyées tout au long de ma vie, étaient aussi beaucoup plus brouillés que les archétypes qu'on nous propose et auxquels il faut correspondre en général. Donc, c'était pas une mission pour moi, mais les premiers récits que j'ai écrits pour les enfants, spontanément, mes personnages masculins étaient immensément vulnérables. Mon premier roman, c'est un enfant qui a 11 12 ans et qui urine au lit. Il fait pipi au lit une nuit sur deux. On appelle ça l'énurésie. Un sujet qui est vraiment pas sexy, mais moi, j'ai souffert de ça longtemps. Puis je trouvais que c'était un sujet intéressant. Aussi, je donnais une dimension un peu fantastique parce que l'enfant, il voulait pas que sa mère la prenne, donc il protégeait son matelas avec des sacs de plastique. Et quand c'était souillé, il les mettait en boule sous son lit et les sacs se mettaient à grouiller comme des monstres marins. Donc il y avait toute une dimension un peu poétique. Et sa meilleure amie, Chloé en hommage un peu à Boris Vian, qui avait écrit L'écume des jours avec Chloé qui a un nénuphar dans les poumons. Chloé est très liée, Daphné c'est Chloé, donc c'est relié à l'eau beaucoup, à la nature. Et la Chloé que j'ai créée s'est inspirée d'une amie de mon enfance qui était très dégourdie, son but à Chloé c'est de devenir un pirate. Donc c'est une badass. Et donc c'est mon premier roman, mais je trouve que ça a cristallisé très vite. La fille, elle avait pas peur de se blesser, elle était très dégourdie. Le garçon était beaucoup plus vulnérable et se faisait un peu bosser par sa meilleure amie. Et cette dynamique-là, moi, c'était instinctif, là, j'avais envie, je voulais même pas contrebalancer la littérature que j'avais lue enfant, mais ça sortait de mon cœur. Et mon éditrice, au bout de 3 4 romans que je publiais avec elle, elle m'a dit, tu détruis toujours les archétypes, puis on aime beaucoup ça, mais c'était spontané. Ça n'a pas été prémédité du tout, c'était juste je pense que j'avais envie peut-être de contrebalancer spontanément les choses. Puis je réalise, plus je vieillis, plus j'aime pas ce qui est trop délimité en général. J'aime pas les frontières rigides, y compris pour la fameuse binarité des genres. Là, on parlait très peu de non-binarité là, quand j'ai commencé à écrire, mais c'est comme si j'avais ça en tête déjà. J'ai pas créé des personnages non binaires. Je le reconnais, mais j'ai quand même voulu contourner les clichés, et briser les archétypes. Dans les clichés, il y a du vrai, donc c'est sûr que je peux créer un personnage qui a des appétences. Tu sais, mettons, j'ai parfois des sportifs, mais mettons, si je crée un sportif qui a l'air étincelant de virilité, je vais briser tout ça avec une grande vulnérabilité qui va me le rendre plus vivant. Je t'ai parlé d'emblée de contradiction. Je pense que c'est ce qui permet qu'un personnage, une fille peut être tout à fait girly, puis en même temps qu'il y a une grosse contradiction qui vient, c'est pas, je dis n'importe quoi, mais mettons une fille qui va adorer roter ou péter,
puis qui en même temps est très féminine. Moi, je trouve que le personnage me semble plus intéressant que celle ne pète pas. Donc, je te dirais que j'aime toujours l'épaisseur. Je te parlais de multi-sourire, mais il y a multi-couches pour tous mes personnages. Donc, je pense que j'essaie tout le temps, c'est ça, d'ajouter des couches de complexité parce qu'on est multiple, on n'est pas qu'une seule chose. Mhm. Je pense que c'est ce qui venait beaucoup me rejoindre. Je pense que ce que vous dites par rapport à la fille vraiment girly, mais qui va pas avoir peur de rejeter, etc., je me sens très concernée par ce que vous dites présentement. Tu sais, Donc, Rosalie, c'est un bon exemple parce que Rosalie, dans le roman, je t'aime beaucoup cependant, euh, elle, elle est très délicate dans sa façon de s'habiller, elle est un peu vintage, elle a des beaux vêtements d'une autre époque, puis elle a plein de taches de sang, elle saigne du nez, puis et ça part pas, puis ça y va. Elle a des taches sur ses vêtements, puis elle est vraiment élégante. J'aime ça, mhm, ce choc que ça crée. mhm. Beau mélange. Euh, Aussi, bon, comme on l'a dit, vous mettez beaucoup du vôtre dans ce que vous écrivez. Euh, Comment est-ce que vous m'avez déjà expliqué comment est-ce que votre vie personnelle a influencé l'écriture, mais comment est-ce que inversement l'écriture euh, a influencé votre vie au fil du temps? Comment est-ce qu'elle vous a changé? Comment est-ce qu'elle vous a transformé? Hey, Maxarine, on m'a jamais posé cette question-là, puis on m'en a posé beaucoup de questions, puis je l'aime, ta question. Je la trouve vraiment intéressante parce que c'est vrai que un auteur, le cœur de sa vie, c'est l'écriture. Tu sais, j'ai pas un travail conventionnel. Tu sais, je peux pas puncher in, puncher out. Tu sais, j'écris un peu tout le temps. Je grappille des heures, ben, des minutes même, parfois des minutes dans les moyens de transport, je peux écrire. Hier, je suis dans le métro, je suis en train de lire un livre. Je suis en train de lire ce superbe livre. Je commence à lire, puis ça me donne une idée. Là, je me suis mis à... Ça s'appelle Deux et demi de Caroline Fauché. Je commence à lire ça, puis là, ça me donne une idée. Et donc, j'ai pas mon calepin de notes, donc j'ai sorti mon cellulaire, puis là, j'ai commencé à écrire dans Notes. J'avais une idée, parce que je veux pas perdre, sinon je perds mes idées. Et là, Mhm. il y a quelqu'un qui semble me connaître, là, assis tout près de moi, qui dit, Monsieur Boulris, faut lire, faut pas être sur son cellulaire. Je dis, oh, je suis en train d'écrire. Puis c'est ça, c'est que pas parce que je suis sur mon cellulaire que je suis en train de regarder du TikTok. Ça m'arrive. Mais je dirais que même quand je regarde des vidéos, des stories ou des TikTok, j'ai l'impression que l'auteur est toujours derrière. Il y a toujours l'auteur, c'est-à-dire le créatif ou le créateur. Je pense que tous les auteurs ou les créateurs par extension sont des éponges. Donc, on est toujours alerte. Il y a toujours quelque chose qui est susceptible de nous intéresser. Et les idées, on les oublie. Il y en a plein. En tout cas, moi, je suis traversé par peut-être une vingtaine, une dizaine d'idées par jour. Il y en a des très mauvaises. Mais il y en a qui sont très le fun. Puis il faut que je les note parce que sinon, je vais les oublier. Donc, l'écriture, c'est presque une respiration parce que c'est être tout le temps disponible. Il y a une constance, il y a un éveil. J'aime l'expression être aux aguets. Je me sens toujours aux aguets d'une euh, un détail qui pourrait se retrouver dans un livre. Il y a une pièce de Tchekhov que j'ai toujours beaucoup aimée qui s'appelle La Mouette, qui est un classique de Tchekhov, puis un classique littéraire à la base. Puis il y a un personnage qui est un écrivain qui se sent obligé, du moment qu'il voit une forme de nuage dans le ciel, un peu atypique, il dit, je me sens obligé de le noter. Puis c'est presque une injonction, une obligation, puis ça devient lourd parfois à porter. La posture de l'écrivain qui doit toujours tout noter pour ne pas perdre la pétillance du moment. Puis je me reconnais beaucoup dans ce... Puis même quand j'ai lu ça, j'avais ton âge, j'avais autour de 16 17 ans, puis je me reconnaissais déjà. Je pense que j'avais déjà ça en moi, l'idée d'être traversé par l'actualité, par mes amitiés, par toutes mes observations de ce qui se passe, les paysages, mais vraiment, surtout moi, c'est les relations humaines qui m'impressionnent beaucoup. Puis, je vais te donner un exemple, OK? Je travaille sur un livre actuellement qui est inspiré du phénomène des Karen. Puis les Karen, moi, j'en côtoie pas vraiment, mais tu comprends que j'ai vu beaucoup de vidéos sur TikTok, des montages de Karen qui se croient tout permis. Ce sont des femmes souvent privilégiées d'un certain âge qui exigent des choses c'est comme si ça leur revient de droit. Et ce phénomène-là me fascine, me dégoûte, puis en même temps, j'ai envie donc de m'attacher à la Karen que je suis en train d'inventer. Et je suis parti donc
d'un TikTok en particulier. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. C'est une femme qui est en train de se faire coiffer. Puis là, en fait, non, elle a une teinture dans les cheveux. Puis là, elle a des propos méprisants envers une employée. Et là, la patronne, elle lui retire la cape, puis elle lui dit, non, j'accepte pas ça, je ne tolère pas ça. Ici, tu sors. Puis elle fait, oh non, mais c'était une blague. Non, 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 j'accepte pas ça, tu sors. Et là, cette femme-là, elle doit sortir avec sa teinture inachevée dans les cheveux. Puis je me suis dit, que se passe-t-il après? Cette femme qui sort, qui est bouleversée parce qu'elle sait qu'elle a blessé quelqu'un, puis elle a été vraiment inadéquate. Puis là, elle est peut-être en train de perdre ses cheveux parce que la teinture agit depuis longtemps. Et donc, c'est comme une course contre la montre. J'avais l'idée donc de créer une femme inachevée, tout comme sa teinture, qui manque de finition. Et ça m'est venu d'un TikTok, tu sais, d'une vidéo virale comme ça dans un salon de coiffure. Donc, je te dirais que je suis tout le temps à l'affût, que ce soit dans ma vie quotidienne avec mes amis, des relations humaines, une phrase, mettons un lapsus, ça va me faire rire, je vais l'utiliser. Un enfant dise, ça c'est les accidents poétiques des enfants, quand un enfant va dire, en parlant d'un harmonica, ah, une bartende qui fait de la musique. Je trouve l'image tout le temps super belle. Ce genre de truc-là, ça me touche. Je pense que je suis très près de l'enfance pour ça, pour c'est pas des jeux de mots autant que la découverte de la langue qui m'émeut. Tout comme je fais des accidents quand je parle en anglais, je fais plein d'erreurs parce que je suis pas bon en anglais. Puis je trouve ça beau, ces accidents-là, c'est que je me dépatouille avec le langage, comme un enfant. Donc, toutes les formes d'émerveillement et d'observation me sont utiles dans ma vie. Puis je pense que donc l'auteur contamine l'humain. Tu comprends que l'amoureux que je suis, le fils que je suis, le frère que je suis, il est tout le temps un écrivain. Il est tout le temps en train de penser à sa création, ce qui ne m'empêche pas de vivre, puis de vivre des relations formidables, peut-être dans le moment présent. Mais il y a tout le temps, même quand je suis dans le moment présent, il y a comme un surmoi d'auteur qui regarde ce qui se passe puis qui se dit ça, ça ferait une belle scène. C'est une déformation qui va être là toute ma vie, je pense. Puis je vois des écrivains comme Michel Tremblay, que j'ai la chance de côtoyer. Michel Tremblay il est rendu, je pense, à 83 ans, autour de 83 si c'est pas plus. Et Michel ne prendra pas sa retraite. Ça fait 20 ans qu'il aurait pu prendre sa retraite, puis il écrit toujours. Il écrit chaque année un livre. Il me le fait lire chaque année. Je fais partie des lecteurs privilégiés. Là, je lis son manuscrit. Il veut mes commentaires. Cette effervescence-là, à un âge plus âgé, j'aspire à ça. Je pense que je vais toujours être un auteur, je crois. Ça m'étonnerait que ça s'essouffle parce que je demeure une éponge pleine. Je suis rempli de tout ce qui se passe, puis mon travail, c'est de restituer tout ce que j'ai accumulé, d'essorer, puis d'organiser le chaos. Puis il y en a beaucoup de chaos autour de moi, puis j'aime ça le filtrer, le passer à travers mon tamis à moi. Est-ce que vous diriez que les artistes finissent par aller en retraite ou c'est quelque chose qui nous quitte jamais en quelque sorte? Moi, je pense qu'un artiste ne prend jamais de retraite. Je pense que même je pense que c'est la santé. C'est la santé qui peut venir ralentir la créativité. Si on a des problèmes de motricité ou de mémoire, ça serait ma plus grande peine, je pense, pour ma santé, là. C'est-à-dire si je suis diminué à plein niveau. En même temps, je pense à Borges, qui est un grand écrivain sud-américain qui était aveugle, qui est devenu aveugle et qui a écrit malgré la non-voyance. Ce qui est fascinant. Donc, il y a plein de situations. Je pense à Beethoven aussi, par exemple, qui était sourd, mais qui a continué oui, à... absolument, exactement. C'est un très bon exemple. Donc, je pense que même malgré l'épreuve, tu sais, une des histoires qui m'a le plus touché dans ma vie, c'est le scaphandre et le papillon. C'est ça, le scaphandre et le papillon. C'est un journaliste qui était comme dans un cercueil avec son corps. Il pouvait pas parler, il pouvait plus bouger, mais il a réussi à dicter un livre, son récit, avec ses yeux, avec son infirmière. Donc, pour savoir quelle lettre il voulait. Donc, il y avait comme une espèce... Je trouve ça fascinant à quel point que c'est un artiste, à quel point que l'art
surgit même malgré l'adversité, parce que ça fait partie de nous, parce qu'on a besoin de se raconter. C'est ça que je réalise, que l'humain a besoin de se raconter, et ceux qui n'ont pas les outils pour le faire, ils ont besoin d'être racontés. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de consommer des œuvres d'art, des films, des séries télé, des romans, des œuvres d'art, où on parle un peu d'eux, où ça les confronte à... C'est comme, je pense que la création, c'est souvent un miroir, c'est une fenêtre qui se transforme en miroir et vice-versa. J'aime le jeu de reflets. Donc moi, j'écris devant ma fenêtre, ma grande porte patio. Puis cette porte patio-là, c'est à la fois pour voir mon propre reflet, mais aussi pour voir de l'autre côté, voir la vie. J'aime juxtaposer mon reflet sur l'autre, parce que je m'adresse autant à moi qu'à l'autre. Euh, donc, je pense que ça ne me quittera pas, ça. Donc, est-ce que vous direz qu'un artiste ressent autant le besoin d'écrire, de jouer, de danser pour lui-même, pour son besoin de s'exprimer que pour le partage? Est-ce que vous pensez qu'un artiste pourrait exercer sa passion sans partager ou est-ce que c'est quelque chose qui est nécessairement dans le processus de création? Je pense que tous les êtres humains ont besoin d'avoir des moments d'art, des moments artistiques. Donc, ça peut être, je pense, mettons, à ma mère qui a pas tant exulté l'artiste en elle, mais lorsqu'elle parlait au téléphone, je me rappelle qu'elle dessinait toujours. Elle gribouillait. Puis ça, je pense que c'était pas pour faire de l'art, là. C'était pas, elle avait pas de visée artistique, mais je pense que ça la libérait. Au même titre que quelqu'un dans un party aime pas nécessairement danser, et pourtant, la musique, des fois, c'est juste un remuage d'épaule. Je pense qu'on doit exulter. La musique fait ça, donc la danse, le dessin, l'écriture, juste écrire pour le plaisir sans visée artistique, sans l'idée de publier nécessairement. Mais je pense que l'artiste, être artiste, complètement, d'embrasser le concept, c'est qu'il y a une idée de partage. Il y a l'idée quand même d'avoir quelqu'un, un vis-à-vis, quelqu'un qui va alimenter. On s'alimente pas que par soi-même. Oui, beaucoup, mais si on veut publier, faut qu'on considère que notre prise de parole euh, a besoin d'un plus grand, de toucher un plus vaste public, que ce soit pas tourné que vers soi. Puis je comprends très bien des personnes qui écrivent que pour soi, c'est l'idée d'être dans le domaine public, d'être de façon médiatisée. Une fois que, puis c'est pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui aiment pas ça, ce monde-là, puis je le comprends très très bien. Moi, je m'y sens bien. J'aime ça. Mettons les salons du livre. Là, je reviens d'un salon du livre et c'est galvanisant de rencontrer mes lecteurs. Et ça, c'est un carburant formidable de voir des gens qui nous lisent. Tu m'as parlé d'un livre en particulier que tu as aimé. Il n'y a rien de plus satisfaisant de savoir qu'il y a un livre qu'on a lu, qu'on a écrit, qui a résonné dans le cœur de quelqu'un d'autre. On dirait que ça confirme, ça donne un élan. Et si ça s'essouffle, si mettons un jour, je sens que je n'ai plus de lecteurs, sans doute que je vais écrire que pour moi. Je serais certainement un peu triste parce que j'aime ça, j'aime l'idée du partage. Mais donc, je pense que juste le fait d'écrire, pourrait tout de même assouvir une part de ma créativité, mais parce que je veux embrasser toutes les sphères de l'artiste en moi, j'ai de la misère à concevoir qu'un truc que j'écris n'existe pas et puisse pas résonner dans le cœur des autres. Ça m'est arrivé en tant que scénariste d'écrire une série télé et on tire la plug, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé sur 3, 4 épisodes que j'ai écrit avec tout mon cœur, puis faute d'argent, faute de plein d'affaires, le projet meurt. C'est hyper violent pour moi parce que même si j'ai été bien payé pour le travail, j'aime que l'œuvre sur laquelle j'ai travaillé existe, soit disponible. Et donc, je préfère écrire un roman où je m'assure que le roman va exister qu'une série télé qui va peut-être pas, on est en développement puis on sait pas ce qui va se passer. Ça peut être très douloureux pour un artiste, ça. Bon, finalement, est-ce que vous considérez qu'il y a des parties d'entre vous qui restent à développer, qui restent à partager au travers de votre art, qu'on n'a pas encore découvert? Est-ce qu'il reste un peu de Simon Boulris, des fragments de votre personne qu'on n'a pas encore découvert? Et est-ce que vous avez l'intention de nous les présenter un jour?
Et t'as des très bonnes questions, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ben oui, oui, assurément parce que je suis évolutif comme toi tu l'es, comme on l'est tous. On est des êtres perfectibles. Et donc, moi, je crois qu'il y a du mouvement dans la vie constamment et en nous. J'ai l'impression que je suis à la fois la même personne que j'étais enfant, puis en même temps, il y a plein de fluctuations. Il y a des connaissances qui se déposent en moi. Il y en a aussi que j'oublie. Moi, je suis très bon pour oublier quelque chose. J'aime beaucoup la phrase «Ah, je l'ai déjà su». Ça me ressemble beaucoup, je l'ai déjà su. J'oublie plein de choses. Puis on dirait que Hmm. c'est comme une redécouverte. «Ah, je l'ai déjà su, puis je l'avais oublié». C'est tout à fait moi. Mais j'évolue beaucoup, puis il y a des choses auxquelles je me détache, d'autres auxquelles je m'attache avec les années. La preuve, là, moi, je prends le pouls de ça quand je relis un livre. J'ai très tôt dans ma vie été un lecteur actif. Quand je lis un livre, là, je vais te donner l'exemple, je souligne, je laisse ma trace, je fais des étoiles, je mets même mes initiales parfois dans la marge quand j'aime ça. Donc, euh, quand je me relis, ça m'est arrivé de relire 20 ans plus tard. Toi, t'as pas ce loisir-là encore, mais un jour, si tu gardes tes livres, tu vas pouvoir te relire 20 ans plus tard puis faire, ah, c'est drôle, c'est ce que j'étais à l'époque, mais c'est plus les mêmes phrases qui me traversent. Ça, je comprends pas pourquoi j'ai souligné ça, puis j'étais comme passé à côté de cette merveille. Donc, se relire comme ça, relire un livre qu'on a aimé, des années plus tard, ça, on prend le pouls de notre évolution. Et je réalise à quel point que je suis pas la même personne qu'avant, même si je suis mu quand même par par les mêmes sensibilités. Mes sensibilités n'ont pas tant évolué, j'ai toujours été très, très empathique, puis ça changera pas. Mais justement, mon empathie m'amène sur de nouveaux sentiers. Puis je pense que comme j'évolue constamment, ben le Simon dans 20 ans, j'espère qu'il va toujours être là, j'espère qu'il va exister, le Simon, donc là j'ai eu 44 ans, donc le Simon de 64, qui pourrait être sur le bord de la retraite, je pense pas qu'il va prendre sa retraite, mais donc ce Simon-là, parce que je parle de lui à troisième personne, parce que c'est pas encore moi, c'est pas ce que je suis, je pense qu'il va m'étonner. Je pense il va avoir des choses différentes à dire. J'espère qu'il va être pertinent. J'espère tellement. Mais j'ai l'intuition que si j'évolue si je deviens ce que je suis devenu, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je me suis bonifié, moi, avec les années. C'est ce que je considère. J'ai l'impression que je suis en paix avec ce que je deviens. Euh, si je, si je conserve cette voie-là, ben, je serais intrigué de voir ce que ça va donner. Tu sais, je pense que j'ai apporté quelque chose de différent. Je pense pas que je vais me répéter. Et pourtant, je pense que je suis un auteur qui creuse un sillon qui est similaire. Tu sais, des auteurs qui essaient plein de choses. Moi, j'essaie plein de choses, mais dans mes obsessions, ce sont les mêmes. J'ai des obsessions d'inclusion, j'ai des obsessions de parler de la diversité sous toutes ses formes. Depuis le début, j'ai toujours voulu parler d'unicité. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours embrassé. Je pense que ça va être encore là, mais l'unicité va se transformer avec les années. Donc, je pense que je pourrais m'étonner, puis je me le souhaite, parce que si je m'étonne pas, c'est plate. Quand il n'y a pas de surprise dans une œuvre d'art, c'est vraiment ennuyant. Il n'y a pas grand-chose que que je n'excuse pas quand je lis un livre. Si, mettons, si c'est plate, si c'est ennuyant, ça me fâche. Mais si c'est des rebondissements que je trouve étranges, tu sais, je suis pas d'accord avec ça, mais ça me déstabilise, ça me plaît. Kafka disait, une œuvre d'art, c'est aussi un coup de hache en la mer gelée en nous. Donc, une œuvre, ça peut nous confronter. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui est écrit, mais être ennuyé par ce qui est écrit, parce que tout est prévisible, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de surprise. Ça, j'aime vraiment pas ça. Donc, j'espère ne pas tomber là-dedans un jour. J'espère être toujours friand de surprises pour me surprendre moi-même et pour surprendre aussi mes lecteurs et mes lectrices. Beaucoup. Bon, c'était la dernière question, donc je vais juste suspendre l'enregistrement. Merci à tous pour votre écoute. À la prochaine.